suis ingénieur logiciel à l'INRIA à Rennes et je vais vous parler un peu plus de mon métier. Je m'appelle Mathias, j'ai 39 ans et je suis ingénieur au sein du service expérimentation et développement du centre INRIA de l'Université de Rennes. Alors qu'est-ce que le métier d'ingénieur? Il y a plusieurs types d'ingénieurs. Mon poste est plutôt particulier. On a des missions qui sont relativement variées. Les miennes sont essentiellement sur deux axes. Un des deux axes, c'est d'être capable de soutenir un projet de recherche qui est actuellement mené au sein du laboratoire. C'est d'abord un projet de recherche, mais pour lequel il y a des besoins de développement logiciel. Donc il y a cet aspect qui implique beaucoup de développement vraiment d'outils nouveaux dans différents langages de programmation. Et une autre partie du métier concerne tout ce qui est, disons, vie plus générale du service, avec des propositions de formation, du soutien aux autres ingénieurs du centre. Il y a aussi tout un aspect suivi des projets de développement logiciel. C'est-à-dire que selon le degré de maturation d'une technologie qui est développée, d'un outil qui est développé en collaboration avec les chercheurs et chercheuses, il peut y avoir des propositions de collaboration avec des industriels, voire même du transfert technologique, donc entre guillemets de la vente des logiciels ou des briques logicielles développées ici à différentes entreprises, à des partenaires privés. Et donc, en tant qu'ingénieur, je vais aussi assurer en partie le suivi de ce processus de transfert avec le public ou avec le privé, en collaboration avec d'autres services qui peuvent être plutôt spécialisés sur les aspects juridiques, sur les aspects financiers, parce que forcément on en vient toujours un petit peu par là, on touche toujours un petit peu à ça à un moment donné. Donc c'est un métier dans lequel il y a une énorme collaboration avec énormément de services différents. C'est une sorte de métier fondamentalement de lien entre les chercheurs et chercheuses, qui des fois restent très académiques, et après tout c'est normal, et les industriels, les collaborateurs, etc. Donc à la base, il y a vraiment cette espèce de rôle d'interface entre le monde de la recherche et le monde extérieur, entre guillemets, à l'académique. Je pense que ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est aussi ce que j'aime le moins dans mon travail de temps en temps, c'est l'immense variété, l'immense diversité en fait des tâches qu'il peut y avoir. Il y a un rôle qui est très diversifié, dans le sens où, bien entendu, il y a du développement logiciel, il y a aussi un côté qui est très management de projets de développement, en quelque sorte. Il y a une communication qu'on doit être capable d'avoir avec les chercheurs et les chercheuses avec qui on va travailler. Il y a des aspects très communication, très mise en relation de différentes personnes. On va aussi retrouver des aspects qui sont liés à l'aide à d'autres ingénieurs, à la formation continue des personnels de l'Institut. Donc il y a vraiment énormément de choses et je pense que j'en oublie encore. La liste est vraiment très longue. C'est extrêmement plaisant parce que la journée type ou la semaine type n'existe pas. D'un autre côté, elle demande aussi une certaine organisation qui n'est pas toujours très évidente à avoir, qui peut très vite être bousculée par une urgence qui va surgir d'un côté ou de l'autre. Donc il faut être capable d'être à la fois très rigide dans son organisation, très bien organisé, très clair, très détaillé, et de se garder la possibilité de pouvoir complètement dérailler en fonction d'un besoin qui va survenir à un moment donné. Et c'est ça des fois qui peut me gêner le plus, entre guillemets. Mais ça fait aussi partie de ce qui m'a attiré vers ce travail-là. Je travaille énormément en anglais, puisqu'au final ça fait partie de mon métier. D'une part parce qu'on est dans un environnement de recherche qui est globalement un environnement universitaire. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes d'origine étrangère qui viennent faire leur thèse, leur postdoc ici, mais aussi des ingénieurs, des chargés de recherche, des directeurs et directrices de recherche qui viennent de l'étranger. Donc l'anglais étant la langue internationale, on parle énormément en anglais, les publications scientifiques sont en anglais. Et d'autre part, même dans le milieu de la programmation lui-même, la grande majorité des ressources sont en anglais aussi. Donc que ce soit en termes de communication avec les collègues de l'Institut ou en termes d'apprentissage, de formation continue, etc. Pas forcément la maîtrise absolue, mais de bonnes compétences
linguistique en anglais, ça reste un impératif. La bonne nouvelle, c'est que ça se développe au fur et à mesure aussi. Je pense que les compétences indispensables pour le métier, c'est d'une part bien sûr des capacités d'organisation, être capable de ne pas se laisser complètement envahir en ayant l'impression qu'il y a 200 choses à faire, il y a toujours 200 choses à faire au final. Et généralement, les personnels de recherche, les chargés et directeurs, directrices de recherche sont très forts aussi pour avoir 200 choses à faire en même temps et 200 projets à mener en même temps. Je pense qu'il y a aussi des capacités de communication à établir. En fait, on est amené dans ce métier particulier d'ingénieur au sein de ce service en particulier à interagir en permanence avec des personnes qui ne sont entre guillemets pas du même monde. Les chercheurs et les chercheuses n'ont pas le même langage que les personnes avec qui on va pouvoir interagir du côté du transfert, de l'innovation technologique, etc., qui n'ont pas non plus le même langage que le langage pur et dur des informaticiens et développeurs logiciels duquel on fait nominalement partie. Donc il faut être aussi capable de servir d'interface entre tout ce beau monde et il y a un certain effort de communication, de traduction parfois à faire. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais qui peut demander une certaine énergie et une certaine adaptabilité et flexibilité. Ce qui m'a le plus aidé à évoluer dans mon métier, dans ma pratique, ça a été les interactions avec les autres personnes. Les chercheurs et chercheuses avec qui j'ai interagi, qui des fois ont pu m'apprendre des choses extrêmement précieuses. Le fait d'être intégré directement à un service aussi, qui est un service donc d'une trentaine de personnes, dans lequel il y a énormément d'ingénieurs qui maîtrisent chacun et chacune des choses très différentes. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de pouvoir juste aller voir d'autres personnes de mon service et juste m'adresser à eux ou à elles en leur disant bon, j'ai ce besoin spécifique là, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas encore à l'aise. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait m'expliquer ça, qui pourrait m'aider à résoudre ce petit problème que j'ai? Et il s'avère que sur le pool d'ingénieurs en fait, que forme ce service expérimentation et développement, il y a toujours une personne au moins qui va être capable de répondre à une question, même extrêmement technique, extrêmement précise. Et ça tombe bien, parce que ça fait partie aussi du travail de continuer à apprendre des choses en permanence. On va être amené à faire évoluer nos pratiques, utiliser possiblement de nouveaux langages de programmation en fonction des besoins qu'il y a, à élargir un petit peu notre champ de compétences. Et c'est quelque chose qu'on a presque la responsabilité de faire en fait, dans le cadre de ce travail-là, en sachant d'une part que bien sûr des ressources existent sur Internet, dans des livres, etc., mais aussi qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le service et qu'il y en a forcément une qui, à un moment donné, va être capable d'aider. Et il y a déjà eu 2 ou 3 de mes collègues qui m'ont très directement aidé et qui m'ont permis en fait, d'acquérir des compétences qui m'étaient totalement étrangères il y a encore 1 ou 2 ans. C'est un peu difficile de savoir comment mon métier va évoluer dans, disons, les 10 ou les 20 prochaines années. L'explosion des IA génératives a déjà chamboulé pas mal de secteurs. Il me semble que dans l'informatique, on est dans une position qui est un peu différente, disons un petit peu particulière, un petit peu entre deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a des IA génératives, dont Claude, qui sont capables de générer de façon très rapide, très efficace, des morceaux de code fonctionnels ou presque parfaitement fonctionnels qui sont capables de prendre en compte des remarques, des critiques qu'on va pouvoir leur adresser directement pour nous proposer des nouvelles versions, etc. Donc il y a vraiment des choses qui sont plutôt fascinantes actuellement qui sont faites par les IA génératives. D'un autre côté, la peur que j'ai, c'est que le recours presque systématique aux IA génératives nous disons, motive les décideurs, les employeurs, etc., à se passer de main-d'œuvre technicienne ou jeune ingénieur pour accomplir le plus gros du travail de programmation, et que ça ait pour résultat que, du coup, si on n'a plus de techniciens, d'ingénieurs, de développeurs juniors, d'ici 10 ou 15 ans, on n'aura plus ou très peu d'ingénieurs et de développeurs experts. Et c'est exactement de ces personnes dont on a besoin, ne serait-ce que pour être capable de guider une IA générative pour qu'elle nous renvoie ce qu'on veut vraiment qu'elle nous renvoie et pour pas juste avoir une confiance aveugle dans ce qui va en sortir, qu'on soit capable de prendre du recul
sur qu'est-ce qui a été généré, est-ce que ça répond véritablement à 100% aux besoins, est-ce que ça s'appuie sur les bonnes idées, sur les bonnes technologies, sur les bonnes bibliothèques logicielles. Donc pour l'instant, il y a cette zone de flou. Je ne sais pas exactement comment le métier va évoluer, parce que je pense que c'est aux décideurs et aux décideuses de se saisir de la question et de ne pas oublier qu'il y a un intérêt pour elles et pour eux qui est très immédiat à se servir des IA génératives, entre guillemets, à tort et à travers pour énormément de choses, mais que ça peut poser des problèmes sur le moyen à long terme. De mon côté, mes pratiques ont relativement peu changé. Je sais que les IA génératives peuvent m'apporter du code rapidement écrit pour des choses qui ne sont pas critiques. Pour des choses qui vont vraiment être critiques, je continue à garder la main exactement sur ce que je veux faire, quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais pour être sûr que le résultat fonctionne, que je l'ai conçu entre guillemets comme il faut. Est-ce que ma pratique va changer dans les 10 prochaines années? Je ne sais pas. Est-ce que le métier va changer dans les 10 prochaines années? Sans aucun doute, et il a déjà commencé, on voit déjà les évolutions. Et la question se pose de qu'est-ce qu'on laissera faire à une IA générative ou pas, à quel point on peut faire confiance aux résultats qui sont donnés par des IA, quelles sont les tâches spécifiques pour lesquelles on peut lui faire confiance, quelles sont celles sur lesquelles on devrait absolument garder la main. C'est des choses qui sont actuellement en discussion et je pense que c'est vraiment des discussions à avoir particulièrement dans ce milieu-là parce que ça risque de guider l'état des lieux du métier à relativement court terme. Le plus gros conseil que j'aurais à donner, ce serait de prendre en compte que ce métier d'ingénieur logiciel, de manière plus générale même que le métier spécifique que je fais, implique de continuer d'apprendre. Une des missions, c'est d'être capable de continuer d'apprendre, pas seulement de se perfectionner sur les savoir-faire qu'on a déjà, mais aussi d'apprendre de nouveaux savoir-faire, de continuer de regarder ce qui se passe au niveau langage, au niveau outils, etc. Puisque de toute façon, l'écosystème passe son temps à évoluer. Donc, on est forcé d'une façon ou d'une autre d'évoluer avec lui. Donc ne pas oublier que être un bon ingénieur, même de manière générale, mais un ingénieur logiciel particulièrement, être un bon ingénieur logiciel, ça ne se limite pas à écrire du bon logiciel. Ça veut aussi dire être capable de suivre ce qui se passe, d'évoluer avec son temps et de continuer d'apprendre et de continuer de se développer. J'aurais tendance à dire on a intérêt à garder non seulement cette curiosité, mais au-delà de la curiosité, ce désir d'apprendre des nouvelles choses, même quand elles n'ont pas l'air spécifiquement utiles à ce qu'on est en train de faire.